Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici on parle de business, de stratégie surtout, de faire de société et également de motivation parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on construit et qu'on bâtit une communauté forte avec des valeurs fortes. Alors, si c'est des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir de très bons contenus. Aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui comment être charismatique. Et pour cela, nous allons analyser une vidéo de Elon Musk par rapport à son passage à Vivatech. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez par rapport à mon analyse. S'il y a des points que j'ai oubliés, des choses que vous souhaiteriez rajouter, dites-nous-le moi dans les commentaires. Sur ce, après le générique, je pense qu'on va y aller. Après le générique, je pense qu'on va y aller. Let's go! Hi, Mr. Musk. What's the goal of your China trip? Elon Musk. La première des choses déjà c'est la démarche. Regardez bien la démarche. La démarche c'est tête haute, jamais regarder vers le bas. Parce que quand tu regardes vers le bas, ça veut dire que tu es un homme qui a peur. Qui a peur. Il faut toujours avoir les yeux rivés vers devant. Tu regardes vers devant et tu marches avec les bras. Tu peux mettre les bras comme tu veux, mais ton regard doit toujours être fixé vers l'avant. Ça veut dire que tu sais où ce que tu veux, tu sais où tu vas. Est un homme d'affaires pressé. Depuis plusieurs semaines, le patron des voitures électriques Tesla enchaîne les rencontres avec des dirigeants politiques étrangers. Un agenda de ministre pour la... Regardez-moi aussi, regardez bien. Si vous regardez bien, regardez. À chaque fois qu'il salue quelqu'un, à chaque fois il met un petit sourire. Il ne rit pas beaucoup. Il met un petit sourire, juste un petit sourire. Genre de... Comme ça. C'est très charismatique. Tu ne dois pas beaucoup rire. Parce que si tu ris trop, tu es un guignol. Si tu ne ris pas, tu n'es pas un gars qui est friendly, qui n'est pas amical. Il faut toujours avoir un petit sourire assez neutre. On continue. La deuxième fortune mondiale, Toujours comme ça. reçue comme un chef d'État. À Paris, il y a quelques jours, le milliardaire a même été acclamé par près de 4000 personnes au salon Vivatech. Elon Musk fascine autant qu'il inquiète. Certaines personnes croient que vous êtes un génie, d'autres pensent que vous êtes mauvais. On peut être les deux. Je peux être un génie du mal. Non, je ne suis pas diabolique. Regardez ça. Ça, c'est exactement c'est ça. Le leadership et le charisme, c'est deux choses qui vont généralement ensemble. Ça peut être dissocié. Certains peuvent avoir un leadership mais ils ne sont pas charismatiques. Ou bien d'autres peuvent être charismatiques mais ils n'ont pas le bon leadership. C'est toujours avoir une touche de, pas guignol, hein, mais une touche assez rigolote par rapport à une petite touche d'humour que à chaque fois vous glissez comme ça. Regardez sa façon de mettre le visage, c'est très drôle. Et justement, il y a 4000 personnes qui l'admirent déjà par rapport à ce qu'il est, par rapport au patrimoine qu'il est, ce qu'il représente, le génie aussi qu'il représente. Mais il y a son côté d'humour aussi qui fait ressortir encore plus son personnage. Également, ce qu'il faut rappeler, c'est que lui, il est PDG de Tesla. Tesla n'a pas été créé par lui, hein. Tesla a été, bon, on va pas dire racheté, mais on va pas dire racheté. Mais vous n'allez jamais voir une publicité de Tesla à la télévision. Pourquoi? Parce que la publicité de Tesla, c'est Elon Musk. C'est lui qui représente Tesla. Les gens achètent Tesla parce que c'est Elon Musk qui est derrière. C'est ce qu'on appelle des owner market fit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des propriétaires, c'est des directeurs qui sont tellement qui ont réussi à créer un storytelling par rapport à leur histoire et par rapport à leur entreprise. Ce qu'on appelle des owner market fit. Je pense que je vais écrire ça peut-être owner market fit quelque part à côté. Donc toujours avoir une touche d'humour comme ça là, ça remonte que vous êtes charismatique, que à chaque fois vous pouvez pas casser l'ambiance, vous pouvez à chaque fois calmer l'ambiance. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ange ou démon, bienfaiteur ou apprenti sorcier, les nombreuses activités d'Elon Musk interrogent. Patron de SpaceX, il se verrait bien coloniser la planète Mars. Et pourquoi pas entrer dans notre cerveau? Sa société Neuralink développe des implants cérébraux. Dans le même temps, le patron de Twitter, devenu la coqueluche des conservateurs américains, alimente les polémiques sur la liberté d'expression. Avant même de racheter le réseau social, le milliardaire fantasque, auteur de tweets trash, avait prévenu. À ceux qui se sentent offensés, je leur rappelle que j'ai inventé la voiture électrique et que j'envoie des gens sur Mars dans une fusée. Comment penser que je suis un mec normal? Alors faut-il faire plus de business avec le patron de Tesla ou faut-il avoir peur de l'influence d'affaires? Elon Musk. Non,
non, là, ce qu'il fait là, c'est des pitreries. Mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant parce que à chaque fois, il montre que il est très riche. Il est charismatique. C'est un génie. Mais aussi, c'est un gars aussi tout à fait normal qui a des passions, qui a des folies aussi, qui peut faire des choses aussi banales comme ça, des choses normales. Et il aime ça. Et ça renforce encore plus la personnalité. Ça renforce encore beaucoup plus le charisme. Est-il devenu trop puissant? Trois spécialistes de Elon Musk à ce moment-là. Bonsoir, vous êtes enseignante à Sciences Po et à l'école polytechnique et spécialiste des enjeux politiques de l'économie numérique. Vous êtes l'autrice d'un article, un grand article vraiment passionnant, La doctrine Musk, technopolitique d'un géant technologique, qui est paru dans la revue Le Grand Continent. Et vous considérez que la puissance d'Elon Musk n'est pas une illusion d'optique, il a un rôle géopolitique désormais, ce qui évidemment pose la question de comment contenir et limiter cette puissance. À côté de vous, Jean-Baptiste Souffron. Bonsoir monsieur, avocat spécialiste du droit du numérique et des données. Vous êtes l'ancien secrétaire général du Conseil national du numérique. Vous estimez qu'Elon Musk est certes un industriel très puissant, mais il n'est pas le seul dans son genre dans la Silicon Valley, aux États-Unis, en Californie. C'est juste que les autres sont beaucoup plus discrets. Et enfin, Olivier Lascar, bonsoir, rédacteur en chef du pôle digital au magazine Science et Avenir, La Recherche. Votre enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, est parue chez Alizio. Et selon vous, Elon Musk est aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde. Ce n'est pas normal d'avoir laissé un seul homme développer autant de technologies. Ce rôle devrait être joué par les États. On va évidemment en débattre, mais on va démarrer ce débat avec la galaxie, une image, un plan. Exactement, d'Elon Musk, on va voir. Elle est impressionnante, car elle est vaste et diverse. Surtout les voitures avec Tesla, on connaît la conquête de l'espace avec SpaceX, Neuralink pour aider les personnes handicapées grâce à des implants cérébraux et bien sûr le réseau social Twitter. On lui doit aussi PayPal et ChatGPT. Il pèse 220 milliards d'euros aujourd'hui, Elon Musk, et au-delà de sa fortune, la question qu'on se pose, Olivier Lascar, c'est que sa puissance, on a l'impression qu'elle vient justement de la multiplicité de ses activités, de cette diversité. Oui, il n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Il le dit. Mais c'est quand même Tesla qui est sa vache à lait. C'est Tesla qui aujourd'hui représente en bourse davantage que la plupart des autres constructeurs automobiles, si on fait la somme. Alors que Tesla vend de l'ordre de 500 000 véhicules en 2020, contre plusieurs millions, évidemment, par exemple pour Volkswagen, pour citer une seule marque. Donc Tesla, c'est vraiment la machine de guerre de Musk. Et c'est ce qui lui permet d'alimenter le reste. Même si SpaceX, désormais, cette société privée pour atteindre l'espace, est devenue une arme de guerre faramineuse, puisque c'est grâce à SpaceX qu'il a envoyé sa méga constellation dans l'espace, un business complètement vertical. Il a les fusées, il fait les satellites, et il fait cette méga constellation Starlink qui arrose le monde entier d'un Internet tombé du ciel. Ce qui est une arme fondamentale qui lui a permis de basculer justement dans l'acteur géopolitique. Alors justement, vous considérez que c'est un acteur hybride d'un genre nouveau. Il est à la fois entrepreneur, espace public quasiment, lieu de débat à travers Twitter, et acteur géopolitique, ou se vivant, ou se voulant ainsi. Absolument, il y a la jonction d'à peu près toutes ces trois dimensions, avec une volonté, un discours, un storytelling autour de ces trois dimensions-là qui sont totalement symbiotiques, imbriquées. Et ce que je dis même, c'est qu'en réalité, plutôt que de dire bien ou mal, de crier au monstre ou au héros, on a vu son accueil à Vivatech il y a quelques jours. C'est absolument affolant. C'est-à-dire, mais c'est symptomatique de l'époque. Et plutôt que, ou avant de porter un jugement qui soit positif ou négatif, essayons de comprendre ce changement paradigmatique, c'est-à-dire des nouveaux acteurs qui sont à la jonction de ce nouvel ordre mondial, de ces nouvelles formes de pouvoir, qui sont en train de se redistribuer entre États et géants technologiques précisément, et qui sont en train de redistribuer les clés de répartition du pouvoir. Et c'est ça que j'essaye d'analyser un tout petit peu et de faire comprendre. Et ce qui est très intéressant sur la question de Tesla, parce que ce matin il discutait donc avec Modi, il a passé beaucoup de temps en Inde, absolument pas. Il était aux États-Unis en tournée américaine, parce que l'Inde aujourd'hui va probablement, très certainement servir de contrepoids régional à la Chine, et donc est en train d'être extrêmement soutenu par les États-Unis. Musk est toujours ce véhicule et aussi cet outil de projection de puissance américaine, quoi qu'on en dise.
Il vit par les subsides, notamment de l'État américain, donc c'est aussi cette relation totalement imbriquée, mais aussi ambivalente. Il a aussi, et il faut aussi le lire et le comprendre, par le climat de politique intérieure américaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de préparer les élections. Il y a 2 grandes écoles, absolument, aux États-Unis, et vous allez avoir 2 grandes écoles qui sont en train d'aujourd'hui de s'opposer. Et lui fait partie de plus en plus de l'obédience, disons, isolationniste, réac, républicain, plus. On va y revenir à cela, mais Jean-Baptiste, ce qui est intéressant avec lui, c'est son objectif, c'est complètement assumé, c'est de modifier le cours de l'histoire humaine. Il se projette aussi très loin, il vient combler un vide politique qui est celui de ne pas se tourner vers le futur dans les 100, 200, 300 prochaines années. Je pense qu'au-delà d'être un entrepreneur extrêmement intelligent et capable de grands succès, c'est aussi un peu un auteur de science-fiction qui sait raconter des histoires, parce que contrairement à pas mal d'autres entrepreneurs de la Silicon Valley, il aime se mettre en scène, il aime raconter, parfois à l'excès, vous-même, vous présentez les choses comme si c'était lui qui avait créé Tesla ou PayPal, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est pas lui qui a créé. PayPal, il a fait fusionner PayPal avec la société, la banque en ligne qu'il avait créée auparavant, mais tout le monde le présente comme un cofondateur. Tesla, il a racheté la société à ses premiers créateurs, ceux qui avaient des idées à chaque fois, donc c'est pas lui qui crée. Non. Ça dépend des situations, mais sur Tesla, typiquement, c'était des gens qui avaient inventé cette voiture électrique et qui étaient persuadés que c'était le pari à faire pour les années à venir. Il a reconnu la bonne idée, il a débarqué, il a viré un peu tout le monde. Oui, il a viré tout le monde. C'est fascinant de lire aujourd'hui leurs témoignages sur la manière dont ça s'est passé, une espèce d'aigreur qu'ils peuvent avoir à son encontre, celui qui a réussi avec leur idée, leur invention. C'est vrai. C'est de la nature humaine. Alors dès l'instant où quelqu'un réussit un tout petit peu, automatiquement, mais vous avez absolument raison de souligner que effectivement, il n'était pas forcément à l'origine de ces idées-là, pas toutes, mais là où il y a un vrai coup de génie, c'est que c'est un entrepreneur qui prend énormément de risques, et à chaque fois, pardon pour l'expression, mais il se met à poil. Enfin, vraiment, il va au bout. Non, mais il va au bout du truc, et c'est ce qui fait que derrière, le retour sur investissement, parfois, fonctionne. Alors, il est présent dans de nombreux domaines, vous l'avez évoqué tous les 3 très bien, y compris dans la guerre en Ukraine. Nadia, on en parle avec vous. Oui, vous parliez de Starlink, Olivier Lascar. Pour rappel, donc Starlink, c'est un fournisseur d'accès, pour le dire très sommairement, fournisseur d'accès Internet qui fait transiter la connexion par l'espace via des milliers de satellites envoyés par SpaceX. Et cette saga Starlink en Ukraine, elle s'est déroulée en plusieurs étapes avec beaucoup de rebondissements. Je compte faire prochainement une vidéo descriptive par rapport à Elon Musk. J'ai acheté même son livre là qui est même là ici. Peut-être je vais monter ça à la fin, peut-être. Dites-moi les commentaires. Dites-moi les commentaires si ce serait intéressant de faire la vidéo, une vidéo biographie de son histoire, de son enfance, de tout ça, voilà. Dites-moi les commentaires si ça vous intéressait. Ça vous intéresserait. Même d'abord quelques jours à peine après le début de la guerre en Ukraine et les premières attaques russes qui avaient neutralisé les outils de connexion ukrainiens, à la surprise générale, Elon Musk annonce l'envoi de kits Starlink aux Ukrainiens, c'est-à-dire des terminaux et des antennes pour se connecter à Internet. Ça lui vaut évidemment la gratitude de Kiev et d'ailleurs de l'avis des experts militaires. Sans Starlink, l'armée ukrainienne n'aurait pas aussi bien résisté. D'ailleurs, les civils s'en servent également au quotidien. Cet enthousiasme a été assez rapidement douché, en l'occurrence le 3 octobre 2022, quand Musk soumet à ses 100 millions, un peu plus même, 100 millions de followers sur Twitter, abonnés sur Twitter, un sondage dans lequel il évoque un plan de paix, sorti de son esprit, un plan de paix prévoyant que la Crimée revienne définitivement à la Russie. Ça plaît pas du tout aux Ukrainiens. Et quelques jours plus tard, nouveau coup de théâtre, Musk annonce qu'il ne veut plus payer pour financer le réseau Starlink en Ukraine. Il suggère au gouvernement américain de prendre le relais dans la foulée parce que c'est pas fini. Il dit ne pas vouloir que son système serve à contrôler des drones de combat, les drones ukrainiens. Starlink n'a jamais eu vocation à être militarisé, dit-il. Lascar, ça manque un peu de lisibilité, mais ça montre d'une certaine manière que oui, c'est devenu un acteur majeur et aussi peut-être qu'il a privatisé la guerre d'une certaine manière. Ça campe complètement le personnage et ce qu'il est devenu. Parce que ça pose la question du monopole, ça pose la question du pouvoir, d'un pouvoir extraordinaire concentré dans les mains d'un seul bonhomme pour lequel personne n'a voté. Personne n'a décidé de mettre son sort entre les mains d'Elon Musk. Pourtant, c'est lui qui peut, tout seul comme un grand, décider d'équiper les Ukrainiens avec les terminaux Starlink qui leur permettent de retrouver le contact avec le web.
Il faut noter que quelques mois avant, il y avait eu une éruption volcanique sous-marine formidable près des îles Tonga dans le Pacifique. Ça avait coupé les câbles sous-marins qui permettaient d'alimenter l'île avec Internet et donc de lui donner l'accès avec le reste du monde. Il a proposé aux Iraniens aussi. Hein, il a proposé. Pour Tonga, il les a équipés. Donc il devient quelqu'un qui change le sort des collectivités. On trouve ça sans doute formidable avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine est le pays agressé. Mais le même Musk poutinien aurait pu décider d'équiper les Russes plutôt que les Ukrainiens. Personne n'aurait pu l'en empêcher parce qu'il a ce pouvoir aujourd'hui. Et ce pouvoir, on l'a laissé l'avoir. Vous voulez réagir à ce cas-là? Quelques éléments juste de remise en contexte. Le plan pro-Ukraine, Le plan de paix. pour le plan de paix, n'est absolument pas du tout sorti de nulle part. Il vient en fait de ce groupe, David Sachs de la PayPal Mafia, qui participe de cette Make America Great Again, et donc avec une politique intérieure américaine qui est très isolationniste, pour se dire il faut absolument qu'on s'occupe déjà de nous et avec toute la question woke et anti-woke plus exactement intérieure, et donc ça participait de ça, et son tweet était intervenu une semaine après la publication de l'article d'un de ses meilleurs amis et conseillers qui en fait finance un grand argentier de la droite américaine très dure. Ça c'est le premier élément de réponse. Non, il n'est pas allé tout seul en Ukraine, il a été sollicité en direct sur Twitter par le Premier ministre premier jour de la guerre. Sinon il ne serait pas allé, donc ça a été une demande. Ensuite, évidemment, le Pentagone est dans la boucle, et là ça pose une question beaucoup plus intéressante, beaucoup plus large, qui est en fait ce nouveau continuum, ce nouveau complexe technomilitaire entre géants technologiques et Pentagone, et on y retrouve qui? Microsoft, Google, Amazon, qui ont tous eu d'ailleurs le prix Nobel, enfin pas le prix Nobel, pardon, le prix de la paix ukrainien des mains même de Zelensky. Et donc ça pose aussi quelque chose, et ce sont en effet des acteurs géopolitiques et des acteurs de la guerre à part entière. Et je termine juste sur la question de la privatisation de la guerre, qui est une expression très intéressante que vous évoquez. Elle vient pas juste pour privatiser, elle vient parce qu'aujourd'hui ce qu'on observe sur le terrain, c'est une dataification de la guerre. Vous avez en fait de l'intelligence Des données partout. Ce que dirait Thomas Gomard, la mise en données du monde et donc du champ de bataille. Et de ce point de vue-là, les acteurs qui maîtrisent aujourd'hui ces technologies sont en effet dans le secteur privé, avec tout un tas de questions derrière sur le décrochage du public, etc. Alors influence mondiale, mais aussi influence américaine sur la politique. Alors une fonction élective, c'est ce qui lui manque aujourd'hui. Alors il a répondu à la question, aimeriez-vous un jour être président des États-Unis? Écoutez sa réponse. Les gens imaginent quelquefois que le président des États-Unis est dans un poste extrêmement puissant. Alors oui, d'une certaine façon bien sûr, mais la constitution américaine est telle que le poste de président est dans une position très limitée en fait. Président, c'est un petit peu comme être capitaine d'un très grand bateau avec une toute petite rame ou un petit gouvernail. Vous êtes accusé de tout et vous pouvez rien faire. Baptiste Souffrant, on se dit mais quel toupet quand même en fait. Wow. Clairement qu'il est plus puissant que le... Ouais, c'est ça qu'il dit. Hein. C'est la rhétorique. La question, c'est pas tellement celle-là. C'est qu'aujourd'hui, quand on est à ce niveau industriel, et il n'est pas le seul en réalité, bien sûr qu'on a envie d'avoir un impact politique parce que sans un soutien politique fort de son gouvernement, le gouvernement américain, eh bien, il est parfaitement évident qu'aujourd'hui, il n'aurait pas les clients qu'il a en Europe, il n'aurait pas les marchés qu'il a. Donc il est encore dépendant des États. Des accès et les financements dont il a besoin chez lui. Mais surtout, en réalité, la stratégie qu'il dessine, c'est une stratégie qui est parfaitement classique, notamment aux États-Unis et en Californie. On a déjà eu l'habitude d'avoir des présidents, d'avoir des hommes politiques américains qui étaient issus tout ça du monde de l'entertainment. Or, l'entertainment, absolument, et à Hollywood, on s'est marié le soft power, l'appareil industriel, le militaire et Mais Ronald Reagan n'était pas un libertarien, Ronald de droite comme on qualifie, avec une force de frappe à travers Twitter. Ronald Reagan avec la politique du ruissellement, c'était quand même aussi quelqu'un de droite. C'est Twitter qui C'est un très grand point ce que vous soulevez, parce qu'en fait, le premier réflexe quand on écoute l'interview face à Inspire la petite, la première chose que moi j'ai entendue qui est assourdissante tellement, il dit la seule chose que je ne pourrais pas faire, c'est déclarer la guerre. Le réflexe qu'il a, mental, cognitif, d'aller tout de suite là. En revanche, il a le deuxième attribut de puissance, l'opinion publique via Twitter. À travers Voilà, tout à fait. Ça, c'est la question qu'on se pose. Le rachat de Twitter, pour lui, c'était une façon de contourner un peu le système en distribuant sa propagande, qu'il a payé plus cher, d'ailleurs, trop cher, dit-il, aujourd'hui, 44 milliards de dollars. Mais finalement, il s'en fiche. C'est pas un homme d'argent par rapport à Elon Musk. Elon Musk, c'est quelqu'un qui a une vision. On a parlé de la science-fiction tout à l'heure. Cette vision martienne, ce désir de Mars, c'est au cœur de tout ce qu'il fait depuis le début. Ce qu'on appelle l'escapisme, en l'occurrence. Absolument. On parlait de la planète B, le plan B. Le cosmisme aussi. Le Hein, cosmisme. vous connaissez cette phrase,
reste toute sa vie dans son berceau. Ça vient du père de l'aérospatiale russe. Musk, il est à fond là-dedans. Le projet martien, c'est au cœur de tout. Aujourd'hui, ces projets peuvent paraître un peu foutraques. Il y a la voiture, il y a Neuralink, etc. Mais SpaceX, c'est pour aller sur Mars. Starlink, aujourd'hui, ce sont des satellites qui permettent d'arroser en Internet la Terre. Demain, ça pourra être Mars. La voiture autonome, demain, elle pourra permettre de relier différents points à la surface de Mars. Les robots, avec des puces contrôlées par des humains, pourront être de la main-d'œuvre à la surface de Mars. Donc le projet martien, qui peut paraître complètement abracadabrantesque aujourd'hui, il est au cœur de... Je pense qu'on va sauter la vidéo. Ce qu'il veut faire, c'est pour ça qu'il s'en parle. Sinon, elle sera trop longue. On va À sauter. ce moment-là, avec une dimension. Qui est fort et typiquement il est capable de faire des propositions qui sont extrêmement agressives, y compris vis-à-vis de ses adversaires américains. Il avait demandé à ce qu'on casse Amazon en plusieurs blocs en expliquant qu'Amazon était en situation de monopole et qu'il fallait freiner la puissance de Jeff Bezos. Vous voyez, donc comment freiner la puissance de Elon Musk? Il faut demander à Jeff Bezos son avis peut-être. Bon bah t'es en touche un petit peu. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir exploré notre question du jour autour d'Elon Musk, de cette puissance dont on se demande si on peut la contenir et qui fascine et qui ulcère tout à la fois. Ok, bon, c'était la fin de la vidéo. C'était la fin d'une vidéo que j'ai eu à voir qui parlait d'Elon Musk. Donc, je pense qu'on va retenir aujourd'hui 3 piliers du charisme. La première des choses, c'est la démarche. C'est comment est-ce que vous marchez. Il faut toujours regarder vers l'avant. La deuxième des choses, c'est toujours avoir une touche d'humour. Si vous n'avez pas une touche d'humour, vous apprenez l'humour parce que ça s'apprend l'humour. Lancer des petites blagues comme ça s'apprend. Et la troisième des choses, c'est... Qu'est-ce qu'on peut mettre en troisième des choses? La troisième des choses, c'est l'éloquence, c'est votre manière de vous exprimer, votre manière de vous faire comprendre, de vous faire entendre. Pas par la force, mais par la rhétorique, votre façon de parler, votre façon de poser les mots. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Dites-le-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et également, voilà, j'ai oublié. Dites-moi si vous souhaitez que j'approfondisse pour un e-book. Si j'ai fait un e-book, voilà. J'ai fait un e-book parlant du charisme. Dites-le-moi en commentaire si vous voulez que j'approfondisse ce sujet-là. C'est possible de le faire gratuit. C'est possible de le faire gratuitement. Je pense que c'est tout. À très bientôt.